Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal de femmes. Les titres. Engagement concret, l'élu provincial Patricia Mouipé passe à l'acte. Nous revenons sur la ferveur populaire lors du lancement de travaux de la route Kabassé-les-Songandila après 2 mois de lutte politique. Vous verrez dans ce journal santé et prévention, c'est les combats de tous les jours, les luttes contre les cancers du sein. Le docteur Ali Machala est notre invité pour un entretien crucial sur les méthodes d'autopalpation et de détection précoce. Transmission, nous dresserons également le portrait d'une femme de l'ombre de l'histoire congolaise, Marie-Antoinette Mobutu. Vous allez le voir dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Chaque année, les mois d'octobre, avec sa campagne Octobre Rose, rappelle l'urgence de la lutte contre le cancer du sein, une maladie qui, en République démocratique du Congo, représente un lourd fardeau. C'est le 2e cancer le plus fréquent chez la femme et malheureusement la première cause de décès du cancer dans le pays. La faiblesse de nos structures de dépistage et les manques d'informations contribuent à un diagnostic souvent trop tardif. Faire reculer cette maladie est une question de survie, mais aussi de connaissances. Suivez. Chaque mois d'octobre, la campagne Octobre Rose met en lumière un enjeu de santé publique majeur, mais en République démocratique du Congo, cette lutte est vitale. Les cancers du sein est le 2e cancer le plus fréquent chez la femme et de loin la première cause de mortalité par cancer dans le pays. La triste réalité est que la majorité de cas ne sont diagnostiqués qu'à un stade avancé, rendant les traitements souvent inaccessibles ou inefficaces. Les centres nationaux de lutte contre le cancer alertent le manque d'informations et la faiblesse des structures de dépistage nous coûtent cher, surtout en zone rurale. Les véritables combats commencent par la connaissance. Alors, que faut-il savoir? Si l'âge et la génétique sont des facteurs non modifiables, nous avons une marge de manœuvre sur le mode de vie. L'obésité, la sédentarité et la consommation de bière augmente le risque. À l'inverse, l'activité physique régulière et l'allaitement prolongé sont des puissants facteurs protecteurs. Mais la clé de la survie reste la détection précoce. 3 étapes sont à retenir pour toutes les femmes congolaises. Premièrement, l'autosurveillance de soins mensuels pour détecter toute anomalie, une masse, un changement de forme ou un coulement. Deuxièmement, examen clinique annuel chez le médecin. Enfin, troisièmement, la mammographie, l'outil de dépistage essentiel souvent proposé aux femmes à partir de 50 ans. L'appel est lancé. La CNLC, avec ses partenaires, organise régulièrement des campagnes de dépistage volontaires et gratuits. Ces initiatives sont une opportunité unique de vaincre la maladie. Les cancers du sein n'est pas une fatalité. En République démocratique du Congo, les combats pour la santé de la femme est social, éducatif et logistique. Le message doit circuler pour que les diagnostics précoces deviennent la norme et non l'exception. Un enjeu de vie pour 2 milliers de familles congolaises. Pour mieux vous outiller dans cette lutte, nous sommes allés à la rencontre du docteur Ali Machala qui nous explique dans un instant les signes d'alerte et les méthodes d'autopalpation essentielles à la détection précoce ainsi que le geste de prévention à adopter. Écoutons ces conseils recueillis par Nicolas Lukamba. Il y a beaucoup de signes. Parmi les signes, je cite la présence d'un nodule ou boule au niveau du sein. C'est-à-dire la dame en faisant ce qu'on appelle l'autopalpation, qui dit autopalpation, c'est vous contre vous-même, vous touchez votre sein seulement pour voir s'il y a un corps étranger ou pas. Et lorsque vous voyez qu'il y a une boule, il y a un nodule, il y a toujours possibilité de voir un professionnel de santé, un médecin généraliste, une sage-femme et un gynécologue de surcroît. Deuxième signe, vous allez remarquer que votre sein va changer de coloration. Troisième signe, vous allez voir que votre sein ne sera plus symétrique, c'est-à-dire un sein sera plus volumineux que l'autre. Mais Dieu, par sa bonté, madame, vous n'allez pas me contredire parce que vous êtes une femme, Dieu, par sa nature, a fait en sorte que le sein d'une femme soit un peu plus volumineux que l'autre. Pour toutes celles qui ont toujours l'habitude de se mirer.
un sein est un peu volumineux que l'autre. Mais pour le cas d'espèce, le cas de cancer, c'est-à-dire il y aura une augmentation ou diminution du volume du sein. Autre signe, mais la dame qui va s'émirer va remarquer qu'il y aura écoulement mammaire. Et qui dit écoulement mammaire, c'est-à-dire vous n'avez pas accouché, vous n'avez pas fait de fausses couches, vous n'avez pas avorté, mais écoute, il y a du liquide qui vont sortir au niveau de vos mamelons. Les liquides peuvent être, les sécrétions peuvent être jaunâtres, rougeâtres, mais parfois noirâtres. C'est étrange, c'est alarmant, vous devez consulter un personnel de santé. Autre signe, les dames qui ont toujours l'habitude de s'émirer vont remarquer qu'il y aura rétrécissement du mamelon. Qui dit rétrécissement du mamelon, ça fait référence au repli du mamelon vers l'intérieur. Dans votre mamelon, vous allez remarquer que ça s'enfonce, ça entre vers l'intérieur. C'est inquiétant, vous devez voir un médecin généraliste, un médecin gynécologue. Autre signe, ça ne va pas se limiter là, cette dame va remarquer qu'il y aura une douleur spontanée. Elle ne vient pas parce qu'on t'a touché, mais elle vient de soi-même. Et elle est persistante ou permanente. Et là, ce sont les signes alarmants pouvant nous mettre une puce à l'oreille pour dire mais je suis en train de développer soit un cancer du sein. Les préférés. En faisant l'autopalpation, vous allez prendre votre main droite, vous la posez derrière la tête, vous touchez votre nuque. Vous allez le faire avec la main opposée. Comme ma main droite me sert de nuque, de support, automatiquement la main qui va faire la palpation, c'est la main gauche. Vous allez prendre votre 3 doigts, je vais palper ces seins droits. Vous allez diviser votre sein en 4 cadrans, chers téléspectateurs. Ici, nous avons le cadran inférieur interne, le cadran supérieur interne. De ce côté, nous avons les cadrans supérieur externe et là, le cadran inférieur externe. La palpation se fera de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un peu comme qui dirait je suis en train de suivre les aiguilles de la montre. Vous palpez. L'objectif c'est de détecter s'il y a une masse ou une boule au niveau de votre sein. C'est ça l'objectif de faire l'autopalpation. Vous devez aussi palper ces niveaux en dessous du clavicule. Parce qu'il y a un triangle ganglionnaire. C'est rassuré que s'il est tuméfié, ça forme des ganglions ou pas. Ça ne va pas se limiter là, chers téléspectateurs. Vous devez aussi palper vos aisselles. C'est rassuré qu'il n'y ait pas un corps étranger entre des ganglions. S'il y a des ganglions, fouillez. Voyez un professionnel de santé. L'autopalpation ne va pas se limiter là. On va tous exercer, après avoir palpé, vous allez exercer une pression au niveau de vos tétons. Genre une petite pression, c'est rassuré qu'il n'y ait pas de sécrétion anormale. Coloration rougeâtre, jaunâtre. C'est sous les signes de l'espoir que s'est tenue la célébration de la journée internationale de la jeune fille à Mongafula à l'initiative de l'ASBEL ESAM. Les femmes influentes ont partagé leur expérience avec plus de 70 jeunes participantes. L'idée, booster la vision de ces futurs leaders et les encourager à rêver mieux pour leur avenir. Reportage. La vision de jeunes filles pour l'avenir, un thème à la fois porteur d'espoir et essentiel, était au cœur d'une rencontre inspirante organisée à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille, célébrée chaque 11 octobre. C'est sous l'égide de l'ASBEL ESAM qu'une table ronde rassemblait plusieurs femmes leaders venues partager leur parcours et leur vécu avec plus de 70 participantes. Le cadre, ici, c'était la commune de Mongafula, transformée pour l'occasion en véritable carrefour d'échange et d'ambition. La jeune fille que vous êtes, leader dans votre quartier, dans votre église, et demain, vous le serez aussi au niveau des institutions. Mais à une condition que nous puissions être en mesure de prendre une décision aujourd'hui, d'impacter notre vie positivement. Si aujourd'hui, étant dans cette salle de classe, on arrive à prendre une décision qui est responsable, intelligente, on peut marquer notre demain de manière positive. Je compte aussi. Je suis fière de la personne que je suis. Et ce que je suis, moi j'aime le dire, moi je suis meilleure plus que tout le monde. Un message fort a été lancé notamment par Justine Chilanda, fondatrice de l'ONG Akilimali, qui a exhorté les jeunes filles à rêver mieux pour leur avenir. Un appel à l'audace et à la confiance en soi
pour briser les plafonds de verre et tracer deux chemins d'exception. Quand on soutient une jeune fille, c'est vraiment soutenir son rêve, soutenir ce qu'elle a comme vision. Et une jeune fille soutenue aujourd'hui, elle s'exprime et demain elle dirige. L'objectif de cette journée était clairement tracé par Abia Toto, initiatrice de ces programmes. Il s'agit avant tout de créer un espace de transmission, d'offrir des modèles inspirants et de fournir des outils nécessaires pour que ces futures citoyennes puissent devenir des actrices de leur propre destinée. Il y a plus de filles qui sont au niveau rural, qui rencontrent beaucoup d'obstacles, qui ont beaucoup de défis, surtout pour l'éducation et la scolarité. Voilà pourquoi nous avons voulu appeler le plus les élèves, les mettre ensemble avec celles qui ne fréquentent pas l'école, soit qui ont fréquenté l'école mais qui ont arrêté à un certain niveau, de parler de leurs rêves, de leurs ambitions, question de booster aussi les autres et de faire comme. Et les paris semblent réussir. Les jeunes filles bénéficiaires n'ont pas d'ailleurs manqué de saluer la qualité et la pertinence des intervenantes, des témoignages qui prouvent l'impact direct de ce type d'initiative sur la motivation et les perspectives de ces jeunes. Parce que déjà devant, j'ai des objectifs et je connais mes capacités et je sais que je vais le faire. Du coup, comme la dame a dit, quand tu connais les objectifs, il faut aussi avoir des lignes rouges. Quand je dis des lignes rouges, il y a des choses que tu peux faire, des choses que je ne peux pas faire. Et de cela aussi, je me suis dit, je dois vraiment me mettre en pratique et de mettre les lignes rouges sur ma vie pour ne pas avoir les cas de failure. Parce qu'on n'appuie pas, c'est un accident si ça peut arriver, mais on ne dit pas aux filles, on n'encourage pas les filles d'aller faire le relations sexuelles avant le mariage. C'est dans une ambiance conviviale et pleine d'espoir que la rencontre s'est achevée, laissant aux jeunes filles une conviction forte, l'avenir leur appartient. Passons maintenant à une nouvelle qui réjouit les habitants des Badara. C'est sous les acclamations qu'a été donné les coups d'envoi officiels de travaux de la route Kabassé-Lesso-Nganzila, un projet attendu depuis longtemps, une concrétisation qui porte la signature de l'honorable Patricia Mwimpe. Après 2 mois de plaidoyer, l'élu provincial prouve que son rôle est bien celui d'apporter des solutions concrètes à ses électeurs. Un moment de soulagement et de fête. Nicolas Lukamba. Pour plus de détails. Le mercredi 22 octobre 2025 restera une date marquante pour les habitants des Badara. Ces quartiers a vibré au rythme de la joie et du soulagement à l'occasion du lancement officiel de travaux de la route Kabassé-Lesso-Nganzila. Initiative concrétisée grâce à l'engagement de l'honorable Patricia Mwimpe. Devant le président de l'Assemblée provinciale et ses collègues députés, celle que l'on surnomme affectueusement Lumière scellée, mieux, Jeanne d'Arc, a tenu à exprimer sa gratitude. Elle a chaleureusement remercié le chef de l'État pour sa vision et a salué le travail de tous ses prédécesseurs dans la longue lutte pour la concrétisation de cette route. Mes remerciements vont plus particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision et l'opportunité accordée aux jeunes politiques. Parmi ba ene na biso, batu oyo babundaki elongo na biso, po etenzela oyo esalema. Vous savez, ça ne sert à rien ya ko s'approprier gloire. Parce que Nzambe yemoko antima ko partager gloire na ye na biso. Na yango ngai na kokipe ko s'approprier gloire wana te. Parce que avant biso tozala ba député, eza pe na batu mususu bazalaki ba député, peut-être bango pe bakendaki ko bunda ponzela oyo akabasele esalema. Un soutien de taille a été apporté par Lévi Mbouta, président de l'Assemblée provinciale. Il a tenu à rassurer les habitants des Badara. Les travaux de cette route ne font que commencer et sont lancés pour ne pas s'arrêter. Une déclaration qui affirme la volonté politique derrière ces projets. Et nous savons que les travaux vont commencer pour ne pas s'arrêter à un moment donné et les travaux iront jusqu'à la fin.
C'est pourquoi je recommande à l'entreprise qui a obtenu ces marchés le strict respect des cahiers de charges ainsi que des délais prévus dans vos cahiers de charges parce que nous allons suivre ces travaux. Le lancement officiel s'est fait sous les yeux attentifs des autorités administratives et surtout d'une population manifestement joyeuse et soulagée. Les images témoignent de l'importance de cette infrastructure pour les quotidiens des riverains. Ces projets est l'aboutissement d'un long plaidoyer. Il faut se souvenir qu'en mars 2024, l'honorable Patricia Mwimpe avait initié ses combats au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une première visite technique avec l'entreprise chargée des travaux avait d'ailleurs été effectuée le 24 novembre 2024. L'élu a rappelé à cette occasion ce qu'implique réellement le mandat des députés, être à l'écoute de la population et apporter des solutions concrètes, loin de la seule distribution de gages, un véritable exemple à suivre pour la représentation provinciale. C'est une personnalité historique dont la vie fut intimement liée à l'ascension de Mobutu Sese Seko. Marie-Antoinette Mobutu fut la première épouse du maréchal, décédée en octobre 1977. Que sait-on de cette femme qui a marqué les premières années de la République et quels sont les héritages, notamment sociaux, qui portent encore aujourd'hui sa trace? Tous les détails dans sa biographie. Marie-Antoinette est née en 1941 dans la région de l'Équateur au Congo belge. Issue d'une ethnie bandi, elle a grandi dans une famille modeste qui valorisait les traditions culturelles et éducation. Son enfance dans cette région riche en diversité culturelle a façonné sa vision du monde et son attachement aux valeurs congolaises. Marie-Antoinette a rencontré Joseph Désiré Mobutu, plus tard connu sous le nom de Mobutu Sese Seko, à la fin des années 1950. À cette époque, Mobutu était un jeune journaliste ambitieux, impliqué dans le mouvement nationaliste pour l'indépendance du Congo. Le couple s'est marié en 1955 dans une cérémonie traditionnelle suivie d'une célébration catholique reflétant l'importance des traditions de la religion dans leur vie. En tant que première dame, Marie-Antoinette a maintenu un profil relativement bas, conformément aux normes culturelles de l'époque. Cependant, elle exerçait une influence significative en coulisses. Elle a été un soutien indéfectible pour Mobutu, l'accompagnant lors de certaines visites officielles et jouant un rôle de conseillère. Son influence était particulièrement notable dans les domaines liés aux affaires sociales et culturelles. Marie-Antoinette était passionnée par la promotion de la culture et des traditions congolaises. Elle encourageait l'artisanat local et a soutenu les initiatives visant à préserver les patrimoines culturels du pays. Elle a encouragé l'autonomisation de femmes congolaises, soutenant les initiatives visant à améliorer l'accès à l'éducation et aux opportunités économiques pour les femmes, dont la création du centre Mama Mobutu à Limete. Marie-Antoinette est tombée malade au milieu des années 1970. Malgré les efforts pour la soigner, elle est décédée le 22 octobre 1977 en Belgique, où elle avait été transférée pour recevoir des soins médicaux. Son décès a été un coup dur pour Mobutu et pour le pays. Deux funérailles nationales ont été organisées, témoignant de l'importance de son rôle en tant que première dame, une femme de valeur. C'est par cette belle histoire que nous bouclons cette édition, mais n'oubliez pas les gestes de prévention et surtout n'hésitez jamais à rêver mieux pour vous et pour l'avenir de notre communauté. C'est la fin du journal des femmes, mesdames et messieurs. À bientôt.